Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce quatrième webinaire de notre série co-organisée par Content Tactic, la SFT et la CNET sur la thématique de la relation agence-freelance. Le thème d'aujourd'hui sera centré sur la formation, la montée en compétences et les outils. On va attendre quelques minutes le temps que un maximum de personnes puissent se connecter. Je vois qu'on est déjà plus d'une centaine, tous ensemble ici en direct aujourd'hui. Au nom de tout le groupe de travail, on voulait vraiment vous remercier tous et toutes pour votre engagement dans cette initiative, hein. On vous retrouve toujours aussi nombreux chaque fois, de 3 semaines en 3 semaines, à chaque webinaire. On avait à nouveau plus de 300 inscrits sur cette quatrième rencontre. Merci à tous pour votre persévérance, votre engagement et votre présence à chaque rencontre. C'est très précieux. Comme d'habitude, avant de présenter nos intervenants du jour, je vais refaire un petit point technique sur la façon dont le webinaire va se dérouler. Comme précédemment, nous avons mis à votre disposition un espace Q&A, donc pas de chat pour ce webinaire non plus, mais l'espace questions-réponses en bas, qui s'affiche dans la barre en bas de votre écran pour poser toutes vos interventions, vos commentaires et vos questions, idéalement sous forme de questions pour qu'on puisse les remonter, que nos modérateurs puissent les faire remonter en fin de rencontre dans un moment de questions-réponses à la suite de la table ronde. Comme à chaque fois, je vais à nouveau insister sur les questionnaires. À la suite de chaque webinaire, nous envoyons toujours le lien d'un questionnaire à remplir sur la thématique du jour. Euh, Plusieurs d'entre vous y répondent à chaque fois et c'est vraiment très important. C'est sur la base de ces questionnaires et tout ce matériel que nous allons construire la charte, qui est l'objectif final, hein, de cette initiative. Donc, ne vous relâchez pas, surtout continuez les efforts. Il faut remplir un maximum de questionnaires. Faites passer le mot autour de vous. On reçoit toujours un certain nombre de réponses, mais bien moins que le nombre de participants. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça. Les questionnaires resteront ouverts jusqu'à fin décembre pour vous permettre d'y répondre, même pour les personnes qui regardent en replay. Les questionnaires sont toujours ouverts. Petit point chiffre pour vous faire un petit récap avant de commencer sur la fréquentation, hein, de ces webinaires depuis le début. On a eu plusieurs centaines d'inscrits à chaque fois. Les vidéos YouTube qui sont disponibles sur YouTube également ont plus d'un millier de vues, près de 1800 pour le précédent sur les tarifs, hein. Donc vous êtes également au rendez-vous en replay sur ces rencontres. Et c'est vraiment un grand plaisir pour nous au sein du groupe de travail de voir que cette initiative est utile, apporte des choses. On reçoit également de plus en plus de commentaires et de messages de votre part et c'est très apprécié à la suite de chaque webinaire pour nous encourager. Ça nous met du baume au cœur. Sur ces bonnes paroles, je vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Je vois qu'on est désormais 130 dans la salle. Encore une fois, bienvenue à tous et toutes. Sur la question de la formation, de la montée en compétences et des outils, nous aurons aujourd'hui avec nous Kera Boubegra, chef de projet et traductrice chez JVL Traduction, Magali Vidrequin, traductrice indépendante et formatrice sur les nouvelles technologies de la traduction avec son organisme de formation Tradali, Susanna Fiorini, traductrice et consultante en technologie de la traduction et en communication multilingue, Tim Renders, fondateur et CEO de l'agence Entre les lignes, et Nicolas Freliger, vice-président de l'AFUMT, l'Association française des formations universitaires au métier de la traduction, mais également co-directeur du Centre d'études de la traduction et co-directeur du master professionnel ILTS, Industrie de la langue et traduction spécialisée à l'Université Paris-Cité. J'espère n'avoir rien oublié et je vais laisser tout de suite nos participants du jour vous présenter brièvement leur spécialité et ce qui fait qu'ils sont ici aujourd'hui. Nicolas, je te laisse commencer. Oui, eh ben, d'abord, merci beaucoup de l'invitation et désolé de m'être trouvé déconnecté quelques instants au début. Lucie, tu as dit l'essentiel en ce qui me concerne. Moi, ce qui m'amène ici, c'est d'abord un passé de biotraducteur, hein, et donc aujourd'hui formateur de traducteurs. Euh, ce qui m'amène à m'impliquer pas mal effectivement
à la fois au niveau français et européen, dans ce qui peut permettre à la profession de rester pertinente et aux traducteurs de bien gagner leur vie dans le monde de l'avenir. J'ai notamment, et puisqu'il va être question de compétences, j'ai notamment fait partie du groupe de travail qui a mis à jour le référentiel de compétences du réseau EMT, donc Master européen en traduction. Et une autre des raisons pour lesquelles je suis vraiment très heureux d'avoir été invité, c'est que je crois qu'il faut effectivement que tous les acteurs apprennent à fonctionner ensemble. Voilà, Merci merci beaucoup. beaucoup, Nicolas. Et effectivement, ça va être passionnant d'avoir tes insights sur ces questions de formation initiale et continue. Magali? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis traductrice indépendante dans le domaine médical et en plus de ça, en parallèle, j'ai fait des recherches de thèse sur la traduction automatique et moi, je me concentre vraiment sur l'utilisation des technologies de traduction par les indépendants. Je fais la distinction entre les agences, les indépendants. Je suis pro-technologie, mais je pense que notamment la formation a un rôle crucial aussi pour quand même délimiter les limites et voir comment ça s'insère clairement sur le marché, comment les utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc je suis ravie de participer à ce webinaire aujourd'hui qui s'insère bien dans mes recherches et mon travail aujourd'hui. Super, merci beaucoup, Magali. Kira? Alors, bonjour à tous et à tous. Je suis Kéra Bouvegra, chef de projet et traductrice à JLV Traduction. Donc, pour présenter brièvement notre agence, nous sommes spécialisés dans la traduction des brevets d'invention, donc des documents liés à la propriété intellectuelle. Nous intervenons aussi dans dans le domaine juridique, médical. Donc, notre équipe se compose de traducteurs à temps plein, donc des traducteurs internes, et on est aussi chef de projet. Donc, on est tous issus d'un master en traduction. Donc, et à côté, nos traducteurs internes sont aussi assermentés donc dans des langues européennes. Donc, ce qui nous permet de proposer aussi des traductions assermentées à des entreprises, à des particuliers également. Et à côté de ça, on propose des services d'interprétation aux particuliers comme aux entreprises. Et puis voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Kira. Susanna, je te laisse la parole. Merci Lucie. Donc bonjour, moi aussi je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc je m'appelle Susanna Fiorini. Je n'aime pas me définir traductrice, même si je suis diplômée de l'ESIT. Donc j'ai un master en traduction éditoriale, économique et technique classique. Parce que en fait, vers 2017, on va dire, j'aime bien donner cette date parce qu'on était encore bien loin de l'explosion, on va dire, de la traduction automatique et de l'intelligence artificielle. La traduction automatique neuronale venait d'arriver, mais personne ne la connaissait encore. Vers 2017, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je ne suis pas que traductrice, je sais faire beaucoup plus de choses. Je sais écrire, je sais faire de la communication multilingue, de la communication numérique. Au même moment, du coup, effectivement, c'était l'arrivée donc de ces outils technologiques de la traduction dont je me suis un petit peu appropriée, on va dire, de manière autonome. Et là aussi, je me suis dit, en fait, je peux aussi accompagner mes clients qui souhaitent connaître mieux ces outils-là, sans qu'ils fassent tout seuls et qui donc peut-être le fassent pas à bon escient. Et d'où, voilà, le fait qu'effectivement, comme tu m'as présenté, Lucie, effectivement, je suis traductrice, j'ai traduit essentiellement dans les domaines culturels, éditorial, mais j'ai aussi développé donc une activité de consulting en communication multilingue et technologie de la traduction. Et c'est intéressant parce que du coup, me les trouve souvent interagir avec les commanditaires, les donneurs d'ordre de traduction, donc ceux qu'aujourd'hui, de plus en plus pensent qu'il suffit de cliquer sur un bouton pour obtenir une traduction des qualités. Donc, ce que je peux apporter aujourd'hui, c'est donc mon point de vue des traductrices, c'est donc comment j'ai fait cette montée en compétences, mais aussi les arguments que j'ai un petit peu plus développés pour justement contrer ces discours que, bon, voilà, aujourd'hui, les traducteurs ne servent plus à rien. Merci, Susanna. Et enfin, Tim. Oui, bonjour, Tim Renders. Je suis le fondateur de l'agence de traduction Entre les lignes. On se définit comme une agence de type boutique
On se concentre sur les marchés européens. Pour la petite histoire, je suis moi-même traducteur, donc j'ai commencé en tant qu'indépendant en 2011. Disons que de 2011 à 2017 à peu près, j'étais traducteur, copywriter full-time. Voilà, les activités ont bien pris et puis je me suis posé la question, est-ce que je vais continuer en tant que traducteur et augmenter mes prix ou est-ce que je vais scaler et monter une agence? Et j'ai monté une agence. Nous avons été principalement actifs dans le domaine du marketing et tout ce qui est créatif. On voit que ça change maintenant. On se dirige plutôt vers, enfin, on a toujours cette branche marketing créative. On commence à être de plus en plus actif dans le monde des SaaS, Software as a Service, donc plus orienté tech. C'est là où l'intervention des outils devient intéressant parce que pour nous, je Alors, pense ça que coupe un peu, Tim. ça coupe, ouais. Je pense que mon réseau est normal, stable. Est-ce que tu m'entends? De mon côté, c'était tout bon. Alors, c'est peut-être de ton côté, lui. C'était tout bon. Alors, effectivement, donc je te laisse poursuivre, excuse-moi. Pas de souci. Euh, pour la petite, qu'est-ce que j'allais ajouter? Oui, jusqu'à présent, en fait, enfin, bon, moi, en tant que freelance, j'ai eu de l'expérience avec les TAO dès le départ. En 2011, c'était Trados, comme tout le monde l'a connu. Donc, je suis un peu né dedans en tant que traducteur. Pour nous, en tant qu'agence, on n'a pas beaucoup évolué dans l'utilisation des outils jusqu'à présent, puisqu'on a toujours été dans le créatif. Et à ce niveau-là, on trouve que les outils n'ont toujours pas beaucoup d'avantages pour les linguistes et pour nous en tant qu'organisateurs non plus. Maintenant, avec notre évolution vers tout ce qui est SaaS, logiciel, tech, Silicon Valley, nanana, oui, là, les besoins changent et on doit vraiment regarder à comment optimiser. Enfin, on parle de beaucoup de plus gros volume en fait et on passe en fait d'un jeu créatif à un jeu de volume. On commence à voir que l'intelligence artificielle et les outils sont surtout là pour arriver à un go-to-market bien plus rapide en fait. Bref, donc on est en pleine transformation, j'ai l'impression. Moi, je ne suis pas là pour donner des réponses toutes faites parce que je ne les ai pas. On est dans une période très houleuse, mais très intéressante, où tout le monde se cherche un petit peu, freelance, mais aussi agence, surtout les petites agences. Et je suis surtout là aussi pour écouter et pour apprendre. Et voilà, donc merci de m'avoir. Super, merci beaucoup, Tim. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu régulièrement dans les précédents webinaires, que nos branches et notre secteur sont en train de changer et qu'il y a une nécessité de se former aux nouveaux outils, aux nouvelles compétences, aux nouveaux métiers complémentaires à notre expertise en traduction. Donc je vais commencer par cette question très ouverte finalement. La montée en compétences sur les outils ou sur les compétences, est-ce que c'est une nécessité pour tous, à votre avis? On va commencer avec Kira. Oui, merci Lucie. Donc oui, moi je pense que enfin la question ne devrait même pas se poser aujourd'hui avec les évolutions technologiques. On est un peu obligé de suivre, de se familiariser avec ces outils parce que moi personnellement ça me fait penser un peu à une citation, enfin une expression qui dit que on devrait euh, enfin, il faut apprendre la langue de son adversaire. Et en fait, dans cette idée, euh, je vois les outils comme vraiment pas un adversaire, mais voilà, ça s'impose dans notre secteur d'activité et donc il faut apprendre à mieux comprendre comment ces outils fonctionnent, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses et cela nous permettrait bien sûr de nous adapter de manière à ne pas à un moment donné être dépassé par ces outils pour qu'ils ne prennent pas le dessus
Et donc voilà, je pense que c'est une obligation aujourd'hui, que ce soit pour les agences et pour les freelances. Susanna, tu veux intervenir sur la question? Oui, parce que Kera m'offre vraiment un point de liaison parfait avec ce que je voulais dire, c'est-à-dire que non seulement ces formés nous permet de nous adapter, mais nous permet aussi de proposer, donc effectivement d'avoir un rôle proactif et donc non pas juste se dire, bon, c'est les tendances des marchés, donc je veux le faire, mais aussi donc proposer, nous, des nouveaux services, des nouvelles façons de voir les services linguistiques à nos clients qui sont peut-être preneurs en fait de ces avis parce que finalement, nous sommes les experts. Donc, cette formation nous permet d'être toujours crédibles sur les marchés en tant qu'experts. Donc, non seulement s'adapter, mais aussi proposer. Je tiens aussi voilà, à rassurer, on va dire, notre public sur les faits que c'est formé, c'est fatigant parfois. Donc, je sais que peut-être la réaction peut être, oui, mais en fait, moi, je fais ce travail depuis 20 ans, j'ai toujours travaillé comme ça, c'est trop dur pour moi de se former. Voilà, je vous comprends parfaitement, mais c'est quand même un effort, parfois un grand effort qu'on fait, mais qui est finalement un investissement pour avoir un rôle toujours proactif dans notre métier. Très bien. Merci beaucoup, Susanna. Nicolas? Oui, oui, tout à fait. En fait, bah, j'abonde totalement dans le sens de mes collègues. Bon, c'est pas très étonnant. En fait, bah, qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle? On se dit, bah, ça va abaisser le prix d'entrée, quoi. Tout le monde va pouvoir traduire. Et en fait, si on veut rester pertinent, utile et professionnel, on se rend compte qu'il y a besoin, au contraire, d'une montée en compétences, notamment dans la maîtrise de ces outils. Et c'est un problème que les formations, effectivement, prennent à bras-le-corps parce que notre rôle, c'est de préparer donc à cet univers et à ces évolutions. Et elles le font en s'adaptant au jour le jour dans leurs enseignements, mais aussi dans la révision qui se fait tous les 5 ans et qui est beaucoup plus approfondie de leur maquette. Donc, et j'y reviens, c'est très très important de le faire en lien avec les différents acteurs. Merci beaucoup, Nicolas. Magali et ensuite Tim. Bon, je rejoins également Keira, Susanna et Nicolas sur les différents points de la formation. Pour moi, c'est aujourd'hui crucial, indispensable pour ne pas se faire dépasser. Et je voulais rajouter, pour moi, se former, alors sur un outil ou sur une compétence, ne veut pas dire demain l'adopter, mais c'est un peu comme une veille aussi, savoir de quoi on parle, pouvoir éduquer son client. Comme le disait Tim, peut-être dans le domaine plus rédactionnel, en effet, on a moins besoin d'outils, mais demain, ça peut évoluer et il faut être prêt à se raccrocher au wagon demain si ça évolue. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de formation aussi. Il y a prendre connaissance, comprendre, connaître, et ensuite il y a maîtriser un outil. On parle par exemple de ChatGPT. Pour moi, connaître comment fonctionne ChatGPT pour un traducteur, au moins les grandes bases, c'est pouvoir répondre à un client. Alors non, si vous me demandez d'utiliser ChatGPT demain, je ne pourrais pas utiliser demain vos mémoires de traduction, vos glossaires. C'est très limité, les gros fichiers sont très limités. Peut-être qu'après-demain, ce sera possible. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne peux pas vous proposer une qualité. Donc, se former, c'est aussi pouvoir éduquer les clients et puis bah, un peu le monde autour qui parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Et pour moi, ça aussi, c'est important. Oui, merci Magali. Tu as dit ce que je voulais dire. Donc, en fait, se former, oui, enfin, ça me paraît évident. Pour moi, c'est même pas une question. Si on veut rester pertinent, c'est comme ça pour toutes les industries, pour tous les boulots. Si on veut avoir un peu une présence, ben, il faut évoluer, il faut lire, il faut rester à jour. Ça, c'est une évidence. Après, ce que moi je voulais rajouter, c'est qu'il ne faut pas se former pour se former. Il faut se former de manière ciblée. Puisque ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on cherche toujours enfin, surtout depuis la montée de ChatGPT et
les AI, c'est de trouver vraiment des business cases par outil, en fait. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser un certain outil? Où est-ce que ça va être vraiment, où est-ce que ça va vraiment créer de la plus-value pour le client, mais aussi pour le linguiste? Où est-ce que le linguiste va pouvoir travailler de manière plus efficace? Et où est-ce que le client ou l'acheteur va avoir une qualité à la hauteur? Donc, moi, je pense que au lieu d'acheter la prochaine formation, traduisez 70%, pardon, je suis belge, plus rapidement avec ChatGPT ou quoi, je pense qu'il est, surtout ici, on est dans un contexte freelance agence. Les agences ne savent pas forcément, n'ont pas forcément la vérité infuse non plus. Nous, on est côté agence, nous, on est aussi en train de chercher nos vérités à nous et on est en fait en phase d'expérimentation. Ce sont que les grosses boîtes qui dictent en fait maintenant le discours. On parle genre de RWS ou Transperfect ou que sais-je. Euh, mais les boîtes plus moyennes, euh, on cherche des réponses et on est dans des expériences. Et je pense qu'en tant que freelance, comment on peut apporter de la valeur ajoutée, c'est aussi de former une équipe avec les agences et de poser des questions et aussi de, comment dire, de remettre en question ce que les agences demandent peut-être parfois, parce que ce modèle homogénéisé, genre pour la machine translation post-editing, on paye 50% du prix ou gna gna, tout le monde sait que c'est, j'allais dire de la couille, mais je peux pas dire ça en vidéo. Ça y est, c'est fait. Mais je l'ai dit. Ça tient pas la route. Nous, on est de l'industrie, on sait que c'est pas enfin, une solution pour tout. Ça fonctionne pas. Donc, je pense que en tant que linguiste, en tant que personne qui est tout le temps sur la front line, excusez-moi, je parle plus jamais français, donc je suis très French English ici. Désolé. Je pense que les freelances ont beaucoup de valeur à ajouter en partageant leurs expériences et en disant ce qui va et ce qui ne va pas. Et je pense que, enfin, je ne pense pas, je suis sûr et certain du pushback, donc de la contradiction. Enfin, je pense qu'une agence qui va sous-traiter et qui va avoir ce pushback, qui va avoir ce feedback des freelances sera très reconnaissante parce que ça va justement nourrir l'expérimentation et l'expérience. Donc, enfin, voilà, bon, bottom line pour moi, formation ciblée surtout et beaucoup parler avec tous les intervenants. Merci beaucoup à tous. Donc, c'est vrai qu'on aurait été étonnés que vous nous disiez que la formation, ça sert à rien. Donc, on est à peu près tous d'accord sur la question. Et tant mieux. Maintenant, on va passer au comment, au quel sujet, quelles sont les priorités. Mais avant ça, on va lancer nos premiers sondages de la rencontre. Donc, Oran, je te laisse lancer la première question qui s'adresse, donc on en a une pour les indépendants et une pour les responsables d'agence. Question en freelance, est-ce que vous vous formez régulièrement de temps en temps, très peu, jamais? Question responsable d'agence, même question. Hop, on va attendre quelques secondes le temps que tout le monde puisse Et, répondre. et il y a une troisième question, Et Lucie, oui, également. tout à fait. euh, si vous formez également vos collaborateurs en interne pour les responsables d'agence. On va lancer juste après. Est-ce que tu préfères afficher le résultat des deux premières d'abord ou on affiche Alors tout là, en on a même les temps? trois qui sont Ok, là d'accord, on a actives les trois à la suite. Parfait. à la suite. Exactement. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train de répondre. C'est bon, ça s'est stabilisé. Donc je mets fin au sondage et voici les résultats. Excellent. Alors, question numéro une sur les freelances. Est-ce que la plupart, donc près de 50% se forment régulièrement, 29% de temps en temps et 20% très peu, 3% jamais. Donc, on est vraiment en faveur de se former régulièrement côté freelance. Pareil, on a le même, presque les mêmes proportions, encore plus de personnes qui se forment régulièrement chez les responsables d'agence, 67%, 20% de temps en temps, 13% très peu, 0% jamais. Et deuxième question aux responsables d'agence.
Est-ce que vous formez vos collaborateurs en interne, donc régulièrement 57%, 29% de temps en temps, 14% très peu. Donc on est sur des schémas de réponse finalement assez similaires, sur des tendances assez parallèles. Merci beaucoup, Oran, pour ça. Et pour rebondir là-dessus, par rapport à tous les acteurs de la montée en compétences, qui y participe, qui l'initie? Tim, tu as commencé à parler de ça effectivement. Est-ce que c'est le rôle des agences de pousser les collaborateurs freelance à se former? Est-ce que c'est les collaborateurs freelance qui peuvent apporter des choses aux agences sur ce qu'ils peuvent constater à leur échelle sur leur spécialité? Comment ça s'articule? Comment on finance aussi sa formation? On est dans le comment. Quelles sont vos recommandations là-dessus? On commence avec Susanna. Oui, alors la question donc est de savoir où trouver donc des formations qui soient objectives, qui soient délivrées par des experts. Effectivement, il y a des agences qui proposent des formations, il y a des centres de formation qui sont peut-être pas spécialisés. On parle beaucoup d'IA depuis le départ, mais en fait, il y a pas que l'IA. Donc, on peut trouver des formations SEO, on peut trouver des formations de communication, on peut trouver des formations de gestion. Je pense que c'est, voilà, ce qui est peut-être compliqué aujourd'hui. On vit quand même dans un contexte où on a accès à plein d'informations, mais peut-être pas requises, et donc un accès à plein de formations. Donc, comment effectivement trouver celles qui, comme disait Tim, répondent vraiment à un besoin? La réponse, malheureusement, j'ai pas des réponses simples. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, des formations délivrées par des experts linguistes, quand on voit les formateurs, c'est déjà un point de départ. Donc, plutôt que de suivre une formation sur le prompt engineering fait par un ingénieur, effectivement, si je vois que Magali propose une formation de ce type, bah, j'ai peut-être plus tendance à faire confiance à Magali qui connaît le métier du traducteur. Les agences proposent parfois effectivement des formations à ses collaborateurs internes et freelance, ce qui est très bien pour moi parce qu'effectivement, ils connaissent le métier. En revanche, j'ai une petite réserve sur ça, c'est-à-dire que, bien évidemment, hein, c'est tout à fait humain et naturel, c'est pas forcément de la mauvaise foi. L'agence qui crée une formation, c'est forcément pour répondre à ses propres besoins, pour que les collaborateurs internes et externes surtout puissent effectivement répondre à un type de service que l'agence selon sa propre vision stratégique et commerciale, à développer. Est-ce que ça correspond forcément à notre vision de traducteur indépendant? Or, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Encore une fois, c'est pas de la mauvaise foi. Mais voilà, du coup, ce qui est important de se dire, c'est que très bien que les agences proposent des formations, mais personnellement, je ne déléguerai pas entièrement ma formation aux agences parce que forcément, ces formations reflètent quand même une vision qui n'est pas forcément la mienne. Et pour finir, quelque chose qui m'a été très utile du coup en 2017 quand je me formais à l'époque, il n'y avait pas cette infobésité qu'on a aujourd'hui, des informations et des formations partout en ligne, gratuites ou pas. Je me suis tournée vers les mondes académiques, ce qui s'est fait pas forcément de manière... voilà, j'ai travaillé à cette époque-là pour des clients qui étaient liés au monde académique, donc je me suis dit, bah, en fait, voilà, il y a des gens qui font de la recherche sur ces questions-là. Et donc, j'ai commencé à fréquenter des colloques, des conférences qui, a priori, n'étaient pas pour des indépendants, étaient surtout pour des chercheurs. Mais finalement, j'ai pu quand même me faire des contacts, trouver des ressources outils. Donc, aujourd'hui, avec le mouvement pour la science ouverte et tout, on a accès de plus en plus aux publications scientifiques. Donc, il y en a dans notre domaine aussi. Et pour donner un exemple, très récemment, j'ai pu découvrir une thèse d'une personne qui a fait donc un travail très rigoureux et scientifique sur est-ce que la post-édition, effectivement, est plus rapide qu'une traduction humaine? Et donc, elle a des données, elle a fait des études. Enfin, voilà, on peut trouver quelque chose de très solide qui nous permet à nous d'acquérir des compétences et de développer nos propres arguments. Voilà. Désolée, j'ai trop parlé, peut-être. Pas du tout, merci Susanna. Magali, tu voulais rebondir. Oui, c'est exactement ça. C'était rebondir sur ce que disait Susanna avec un exemple qui, pour moi, montre assez bien la limite ou la complémentarité de la formation, enfin des formations proposées par les agences, hein, parce que c'est le cas aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de formations à la post-édition, mais pour moi, c'est assez limité. Et par exemple, les formations en post-édition l'ont montré. Alors oui, il y a eu des formations qui étaient très courtes, pour moi, qui étaient très limitées et on a plein d'aspects de la post-édition et de la traduction automatique qui n'ont pas été montrés, expliqués aux traducteurs.
en tant qu'indépendant, en fait, en tant qu'entrepreneur, pardon. Un traducteur, bah, s'il a fait uniquement les traductions, les formations, pardon, proposées par les agences, et ben, il sait post-éditer à peu près comme on lui a dit de faire, mais derrière, il a peu de compétences ou de compréhension, en tout cas moins de compréhension des outils de traduction automatique. Et il a que cette vision de post-édition agence qui, pour moi, est assez limitée. Un traducteur, demain, il peut mettre en place son propre outil de traduction automatique qu'il aura choisi selon la qualité, qu'il aura peut-être personnalisé. Enfin, il y a plein de choses à faire et du coup, c'est complémentaire, on va dire. En tout cas, se baser uniquement sur les formations proposées par les agences, ça peut être limité et ça peut biaiser aussi beaucoup le ressenti des technologies parce que les agences, elles forment, comme l'a dit Susanna, et c'est tout à fait normal, elles forment pour leurs besoins à eux et pas pour vos besoins à vous, pour développer votre activité, pour proposer de nouveaux services, de nouvelles formations. C'est assez limitant et c'est normal. C'est pas leur rôle pour moi. Mais voilà, il faut un peu des deux. Il faut quand même, voilà, c'est aussi quand même intéressant pour la post-édition. Je pense que la plupart se sont formés par là au début. Mais il faut compléter quand même avec des choses plus complètes. Comme le disait Tim tout à l'heure, en fonction de vos besoins à vous. C'est pas vous former sur la traduction automatique parce qu'il faut le faire, c'est est-ce que vous avez un intérêt? Est-ce que dans votre marche, sur votre marché, ça peut être intéressant? Sur le type de document que vous allez. Voilà, c'est à étudier tout ça en fonction voilà, des premières formations que vous pouvez avoir. Merci beaucoup, Magali. Kira, toi, ta vision au sein de votre agence, quelles sont vos contraintes, vos besoins, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, alors j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Susanna et donc Magali par rapport au fait qu'une agence forme ses collaborateurs, enfin ses fournisseurs pour répondre à certains besoins. Oui, effectivement, on répond à certains besoins, mais aussi on répond aux exigences des normes ISO auxquelles on est enfin, certifié. Donc je pense à ISO 17100 et ISO 9001. Donc, on est auditionné tous les 3 ans, il me semble, pour renouveler cette certification. Et l'auditeur nous pose justement ce type de questions. Est-ce que vous formez, est-ce que vos collaborateurs sont formés? Est-ce qu'ils ont mis à jour leurs compétences, que ce soit des compétences en termes d'outils ou pas forcément. On peut très bien les former sur un domaine de spécialisation, sur un type de contenu. Donc, oui, c'est pour répondre à certains besoins, mais aussi on est obligé de faire ça pour garder nos certifications et donc pour avoir plus on va dire, de crédibilité auprès de nos clients. Voilà. Tim, est-ce que tu voulais rebondir sur ce que vient de dire Kira, parce que ta main est toujours levée? Oui, j'ai l'impression qu'elle a été levée tout le temps. J'ai bien fait, mais non, non, je prends la parole avec plaisir. Je pense que dans la feuille préparatoire, il y avait cette question, est-ce que c'est le rôle de l'agence de former ses freelances? Moi, ma réponse était catégoriquement non. Le rôle, la responsabilité, moi, je pense non. On est dans un rapport agence, freelance, on est tous en fait des indépendants. Je pense que c'est aussi une vision de l'agence. Chaque agence peut choisir pour elle-même. Une note que j'avais mis dans la feuille, c'était si l'agence le fait, elle peut créer un bel avantage. Donc ça, c'est un peu pour moi le truc. Nous, en tant qu'agence, évidemment, c'est clair que ce que j'ai déjà entendu, si on organise des formations, et pour moi, j'aimerais bien organiser des formations à l'avenir, on n'est juste pas encore assez mature et on n'a pas encore assez de capacité pour le faire. Euh, mais c'est clair que c'est pour arriver à un but pour l'entreprise, c'est sûr et certain. Après, moi, je trouve qu'une bonne collaboration, c'est une collaboration où tout le monde est gagnant, l'agence et la freelance. Donc, après, en tant que freelance, si je me mets dans les chaussures de la personne qui est freelance, uniquement compter sur les formations de l'agence, comme j'ai déjà entendu 4 5 fois, bah non. Ce sera limité, ce sera vraiment axé sur les besoins de l'agence. Bah, il ne faut pas se mentir, c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a assez enfin, il y a assez de, peut-être que moi je dis ça comme ça parce que ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie et que
je nage tous les jours dans mes contacts et tout ça. Mais il y a pas mal à trouver, même de manière gratuite, sur Internet, sur LinkedIn. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de groupes. Je pense très concrètement à, je pense qu'ils s'appellent Translation Stars ou Transa Stars. Enfin, ils ont genre une communauté de 50 000 personnes. Bref, où vraiment on échange des connaissances plus générales, en fait, et pas axées justement sur les avantages d'une certaine boîte. Euh, et voilà quoi. Ma réponse, est-ce que c'est le rôle? Non. Est-ce que c'est préférable? Oui. Est-ce que tout le monde peut y gagner? Oui, je pense. C'est bien résumé, merci Tim. Et je vais me tourner vers Nicolas à présent, parce que là, c'est vrai qu'on parlait avec Kira, Susanna, Tim et Magali, surtout de la formation continue, hein, mais quel est le rôle aussi de la formation initiale? Comment la formation initiale se met à jour sur les grandes évolutions du secteur? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Alors, je peux essayer de répondre à la fois sur la formation initiale et sur la formation continue, parce que c'est en fait des questions qui sont assez liées. Bah, sur la formation initiale, ce qui est très très important, c'est d'ouvrir grand nos yeux et nos oreilles. Effectivement, à travers nos intervenants, nos anciens étudiants, les différents réseaux, la FUMT à l'échelle de la France, le réseau EMT à l'échelle de l'Europe, pour voir effectivement, euh, pour voir où va le marché, effectivement, et où est-ce qu'on doit se mettre à jour nous-mêmes, parce qu'il y a aussi la formation des formateurs. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le 29 novembre, la FUMT organise une journée d'études où certains d'entre vous seront présents, je pense notamment à Lucille, mais pas seulement, sur la formation des formateurs, donc à Dijon. Euh, Parce que oui, il faut se mettre à jour. C'est aussi le rôle de la recherche, en fait. La recherche, c'est pas quelque chose de complètement désincarné. Dans notre domaine, c'est tout autre chose. C'est essayer de déterminer de quoi l'avenir, enfin, qu'est-ce qui est en train d'arriver, voire demain et après-demain. Donc, on a vraiment un rôle de veille, d'abord, important. Euh, et ensuite, oui, on se doit de mettre à jour nos enseignements ponctuellement, comme je l'ai dit, et puis de manière plus lourde tous les 5 ans. Là, dans le cadre de mon master, donc ILTS, à l'université Paris-Cité, on est en plein dedans, on est en train de finaliser notre maquette pour 2025-2030. Et, euh, et donc voilà, il faut discerner les tendances, définir des enseignements, des besoins, trouver les bons intervenants. Et en fait, ben, ça nous ramène à la question de la formation continue. D'abord, je voudrais dire que je trouve que les résultats du sondage donc, qui a été, du premier sondage, ben, je les trouve plutôt bons, hein. J'ai plus complètement en tête les chiffres des sondages de la SFT de 2015 et de 2022 pour la formation continue, mais je crois qu'ils sont un peu inférieurs, hein. C'est un bon signe. Et nous, formation, en tout cas, bon, on s'occupe principalement de formation initiale, mais on ne cesse de répéter à nos étudiants que le diplôme, ça atteste d'un niveau de compétence professionnelle au moment de l'obtention du diplôme, mais qu'ensuite, il va falloir, effectivement, c'est avant tout un ticket d'entrée. C'est pas parce qu'on a un diplôme on est tranquille du point de vue de la formation jusqu'à l'âge de la retraite et au-delà. Bien au contraire. Bien au contraire. Et bah, en fait, il y a une assez forte interpénétration en fait, entre ce qui se passe au sein des formations initiales et puis ce qui se passe dans les organismes de formation autres, que ce soit SFT Service ou d'autres, parce que bah, c'est souvent en fait les mêmes intervenants, universitaires ou professionnels. Donc ça fonctionne assez bien et c'est très important. C'est aussi un des rôles, je terminerai par là parce que je suis un peu long, bah, c'est aussi un des rôles de l'université de participer à la formation continue
Et c'est une possibilité auquel on ne pense pas toujours d'ailleurs, de la part de chacun, de contacter les formations et de dire, moi, j'ai vu que vous aviez tel cours dans votre maquette, est-ce que ce serait possible de s'inscrire? La possibilité existe. Est-ce qu'elle est fortement suivie? Honnêtement, non, mais il y a des choses à faire dans ce sens-là. C'est un peu compliqué administrativement pour nous parce qu'il faut avoir les moyens humains. Mais moi, je pense que ça fait partie des missions de l'université, effectivement. C'est à développer. Donc, merci beaucoup, Nicolas. On va finir avec une dernière question sur cette question de la formation pour ensuite transiter vers les outils. Aujourd'hui, selon vous, sur quel sujet, en tant que traducteur, soit en agence, soit en tant qu'indépendant, sur quel sujet il faut se former? C'est quoi les priorités? Rapidement, Magali, quelles seraient tes préconisations? Sachant que effectivement, chacun d'entre vous préconisait d'avoir sa stratégie de formation à développer en fonction de ses besoins respectifs, mais quels sont tes... Et bien justement, comme on parlait de besoins, je dirais à la fois ou sur tout ou sur rien. En fait, pour moi aussi, se former, c'est juste comme je disais tout à l'heure, je pense, hein, avoir une connaissance globale du fonctionnement aujourd'hui du marché, des outils disponibles, des compétences qui évoluent. Et donc, en fonction de ça, ça peut être aussi ne se former à rien. Si on est dans le domaine plus créatif, littéraire, peut-être ne se former finalement pas à grand-chose. Et si ça vous convient très bien, pour moi, les besoins, ça se définit en plusieurs points. On parle beaucoup de productivité aujourd'hui. Est-ce que l'outil va améliorer ma productivité? Donc oui, c'est sûr, c'est important aujourd'hui, productivité, rentabilité, mais il y a aussi beaucoup de confort aussi. Est-ce qu'un outil, s'il n'augmente pas ma rentabilité, est-ce que cependant il m'apporte du confort dans ma pratique? Je pense notamment à traduire avec de la dictée. Peut-être que moi, alors moi j'ai testé, je trouve ça très très confortable. Ça n'augmente pas ma productivité, je pense, parce que peut-être que je l'ai pas utilisé assez. Par contre, je pense que je pourrais y passer juste pour le confort de limiter la frappe. Mais ça, je pense que c'est personnel à chacun et ensuite en fonction des besoins du marché. Effectivement, la post-édition, si vous êtes dans un domaine où c'est très très présent, c'est difficile aussi de ne pas se former, de ne pas être bien formé sur ces points-là. Après, dans le confort aussi, il y a beaucoup de formations aujourd'hui sur des aspects plus d'entrepreneuriat ou des outils, voilà, plus dans les outils aussi, améliorer voilà, la gestion de notre planning, de notre organisation, la facturation, voilà, plein de points d'organisation aussi. En fait, c'est très, très large. Se former à tout, c'est impossible. Donc, il faut bien cibler et c'est même contre-productif de vouloir tout faire aujourd'hui. On peut pas être formé dans tous les outils, on peut pas non plus tous les avoir. C'est pas très rentable non plus parce que justement, c'est pas qu'une question de productivité. C'est oui, un outil est génial. ChatGPT, il peut être génial, il fait plein de choses. Sauf que finalement, si aujourd'hui mes recherches documentaires, elles sont très efficaces, est-ce que j'ai besoin de le demander à ChatGPT? Peut-être que oui, peut-être que non, ça dépend aussi de votre confort. Peut-être que vous, enfin, certains, ça les rassure, certains, ça leur plaît d'utiliser la technologie. Et puis, bien sûr, on rajoute à tout ça la qualité. Oui, la post-édition, bah, dans un souci de productivité, je vais l'utiliser. Mais est-ce que pour la qualité, bah, j'augmente, je baisse? C'est aussi parfois personnel à chacun qui n'ont pas de... Certains n'ont pas d'amour, on va dire, pour la post-édition. D'autres, au contraire, aiment vraiment ça, hein. Ça existe des gens qui aiment la post-édition. Donc, en fonction des besoins de chacun, eh ben, se former. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un grand panel. Je pense que les autres intervenants vont plus compléter sur des choses plus spécifiques. Mais faut pas oublier ça. On est obligé quand même de se former, de suivre, mais ça ne veut pas dire se former à fond dans tout non plus. Et dans tous les cas, tu préconises de se spécialiser. Oui, par contre, pour moi, bah, je pense aujourd'hui sur le marché, c'est difficile de ne pas être spécialisé. Alors, ça passe par la formation initiale, mais la formation continue aussi est là pour ça. Je voulais juste en profiter pour ajouter quelque chose sur ce que disait Nicolas juste avant. On a un point commun aussi entre la formation continue et la formation initiale, c'est que ça évolue très très vite. Et donc c'est difficile de se mettre à jour, c'est quand même très chronophage hein, tout ça, de se tenir informé de toutes les évolutions, c'est très dur à suivre. Et je peux comprendre quand même certaines angoisses qui sont liées à ça. Voilà, hier, ChatGPT est sorti alors qu'on se remettait tout juste de la traduction automatique. C'est très angoissant quand même. Et les deux sont complémentaires. Sortir hier d'une formation initiale,
ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à tous les défis du marché. Malheureusement, ce sont quand même des défis, je pense, qui sont en train d'arriver. La formation continue doit finalement être assez présente quand même dans la suite de votre parcours, même si vous venez d'être diplômé, parce que ça va très vite. Les universités ne suivent pas au jour le jour, hein. C'est compliqué, on ne change pas un programme comme ça. Et puis, il faut le temps aussi que les intervenants se forment eux-mêmes, que la recherche aussi avance aussi, comme le disait Nicolas, c'est très important. Donc, ça fait pas mal de points oui, à prendre en compte pour sa formation. Tout à fait, merci Magali. Susanna, tu voulais rebondir? Oui, déjà, je remercie Magali d'avoir rappelé que avoir beaucoup de formations et d'informations à disposition ne veut pas dire qu'on doit tout suivre. Justement, ça fait partie de ce que je voulais dire quand je dis au début, rassurez-vous, c'est fatigant et c'est aussi angoissant, comme dit Magali. C'est comme ça pour tout le monde. Je pense qu'aucun d'entre nous est capable et devrait faire ça. Donc, effectivement, bien ciblé. J'aimerais bien, encore une fois, rapporter un petit peu peut-être d'optimisme pour certains, parce qu'on parle encore une fois beaucoup de technologie, et je parle en tant que, voilà, en tant que traductrice assez technophile, si la technologie peut me soulager, mais il n'y a pas que la technologie. Donc, mis à part en plus les compétences que j'ai rapidement évoquées de rédaction, SEO, communication numérique et tout ça, il y a aussi des compétences disciplinaires, c'est-à-dire que quand on veut traduire dans des domaines spécialisés qui nous plaisent, parce qu'on peut effectivement choisir aussi sa spécialisation, selon effectivement les demandes du marché, on peut se former sur ces domaines-là qui en plus nous plaisent et donc ça peut nous apporter de la satisfaction dans notre démarche de formation. J'y travaille pas mal du coup dans les domaines de la communication scientifique. Quand je dis communication scientifique, ça peut être effectivement des sciences physiques, des sciences médicales, mais aussi des sciences humaines et sociales qui me plaisent beaucoup. Et en fait, ce sont des domaines très pointus dans lesquels il y a un manque de traducteurs. Et en fait, pour pouvoir répondre à des besoins de ce type, il faut aussi se former dans ces domaines-là. Et donc voilà, on parle, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas uniquement la formation aux outils, la formation à la gestion et tout, il y a aussi des formations à des domaines, à des connaissances disciplinaires qui peuvent aussi du coup être des domaines qu'on aime. Et donc ça peut aussi nous soulager un peu dans un monde où on a l'impression qu'on doit toujours se former à des choses qui nous sont imposées par les autres. Et ben en fait, non, on peut aussi suivre ses passions, encore une fois. On espère que dans nos passions, il y a de la demande, parce qu'effectivement, si on se forme dans des domaines où il n'y a aucune demande de traduction, bah, du coup, c'est compliqué. Mais on peut essayer de voir si dans nos domaines, dans des prédilections, il y a des demandes de traduction. Et donc, effectivement, allez-y, se former, montrer, ajouter en ligne à notre CV dans des compétences disciplinaires, dans des domaines spécifiques. Merci beaucoup. Et Tim et Kira, vous, en tant que euh, traducteur en agence et gérant d'agence, quelles sont vos préconisations? Vous, j'ai l'impression que c'est plus orienté business. Ouais. Alors, oui. Non, Kira, vas-y, vas-y. Ok, merci. Donc oui, je rejoins ce qu'a dit Susanna et Magali concernant le fait qu'on peut pas se former sur tout et n'importe quoi. Nous, par exemple, en tant qu'agence, on a la chance de participer à des séminaires à l'étranger, ce qui nous permet, par exemple, bon, il y a les chefs de projet et les traducteurs aussi qui participent à ces séminaires. Et donc, lors de ces séminaires, on a la chance de voir ce qui se fait ailleurs, à l'étranger, les pratiques exercées par nos confrères et nos consoeurs. Et donc, ça nous permet de faire le tri sur ce qu'on veut développer dans notre agence et ensuite mettre en place ces nouvelles compétences dans notre agence pour proposer peut-être plus de services. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'est pas uniquement formé sur l'utilisation d'outils. Je sais que les chefs de projet, oui, effectivement, on apprend régulièrement à utiliser de nouveaux outils pour être opérationnel pour de nouveaux clients qui, par exemple, nous envoient une demande, oui, bonjour, vous allez utiliser XTM. Donc, il faut qu'on soit prêt pour utiliser XTM. Et sinon, pour nos traducteurs en interne, on les forme, par exemple, on leur pose la question, qu'est-ce que tu veux améliorer, quelles compétences tu veux développer sur le plan linguistique. Par exemple, on a nos traducteurs qui, chaque année, sont formés sur, bon, je dis n'importe quoi, avec les formations Edven, comment traduire un acte notarié. Donc voilà, ça peut vraiment être varié, ça ne concerne pas uniquement les outils. Et oui, il faut être sélectif et faire le tri et ne pas se former juste parce qu'il faut le faire, mais il faut vraiment porter de l'intérêt à ces formations. Voilà. Tim, tu voulais compléter?
Oui, avec plaisir. Oui, pour moi, il y a deux choses. Un, enfin, moi, j'ai pas vraiment le focus sur se former forcément sur un outil en particulier. D'accord, si on a une bonne entente, une bonne relation avec une agence avec laquelle on aime bien travailler et cette agence utilise une série d'outils, ben, on a tout intérêt à bien pouvoir utiliser cette série d'outils. D'accord? Parce que tout le monde sera gagnant. Après, moi, je trouve que, je sais pas si c'est trop off-topic, mais je trouve que dans la formation, on est ici tous, enfin, beaucoup d'entre nous, on est des freelances, on est des entrepreneurs. Sinon, vous seriez des employés, d'accord? Donc, on a tous notre petit business ou un business un peu plus grand. Et je trouve que ce qui manque beaucoup, je vois beaucoup de freelances se former, se former, se former, se former, se former. Et on n'a jamais appris, et pas non plus à l'UNIF, enfin, moi non, enfin, en tout cas pas moi, on n'a pas eu la formation de comment être une bonne personne de business, d'accord? Comment est-ce qu'on gère un business? Parce que je sais qu'on est ici dans un contexte agence freelance, mais il n'y a pas que les agences. Enfin, et peut-être que c'est pas le moment d'en parler, mais moi, en tant que freelance, quand j'ai commencé, oui, j'ai travaillé pour des agences, mais les agences n'étaient jamais ma cible. Même si maintenant j'ai une agence et je travaille avec des freelances qui aiment travailler avec nous en tant qu'agence, mais il y en a aussi beaucoup qui n'y trouvent pas leur compte et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois parce que c'est pas assez bien payé, parce qu'ils n'ont pas assez d'indépendance pour choisir le type de projet sur lesquels ils bossent ou ils se sentent imposés de travailler avec certains types d'outils, etc., etc. Et donc, ils se créent en fait une vie qu'ils ne veulent pas. Donc, moi, enfin, je sais pas si c'est le bon moment, mais il y a plein d'autres choses enfin, il y a plein d'autres clients possibles, en fait. Et donc, moi, je trouve que chaque freelance, parce que je sais qu'il y a un marché pour les freelances, il n'y a pas qu'un marché pour les agences du tout. Et moi, j'en suis la preuve et j'ai beaucoup d'exemples dans mon entourage qui étaient mes mentors quand moi j'ai commencé en 2011. Tout de suite, à partir de la première année, moi, ma clientèle, c'était 50% agence pour la sécurité, 50% client direct. Et après 2, 3 ans, c'était client direct, basta. D'accord? Et donc, là, on peut aussi voir dans quel domaine est-ce que je vais évoluer. Par exemple, mon mentor, ben, il était dans les agences de pub, les agences de marketing, où il y avait les folders genre type Carrefour, Brico, Leroy Merlin, machin, et c'était le début des TAO. Enfin, c'était pas le début, c'était en 2011, c'était pas le début, mais c'était pas ChatGPT, quoi. Et donc, cette personne, elle s'est formée en Trados, et elle a trouvé un moyen de traduire ultra rapidement tous ces folders parce que produit, 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 ça se répète, gna, gna, gna. Personne ne connaissait ces outils dans les clients directs, d'accord? Donc, il s'est créé une boîte tout seul où il a trouvé son bonheur parce qu'il aimait bien faire ça. Il s'est formé dans cet outil et il s'est créé vraiment une situation financière très, très favorable. Euh, je raconte cette histoire parce que il faut trouver son petit market fit, d'accord? Qu'est-ce que je peux apporter? Qui a besoin de mes compétences? Qui pourrait bénéficier de mes compétences? Et comment est-ce que moi, je peux optimiser mon efficacité? Si ça, c'est des buts, évidemment. Voilà, c'est mes 2 cents que je voulais ajouter. Oui, merci Tim. Effectivement, c'était remonté dans le précédent webinaire, hein, notamment que se former à l'entrepreneuriat est aux bases de la gestion d'entreprise, sachant qu'on est tous entrepreneurs à différentes échelles, c'est absolument essentiel. Donc, effectivement, c'est un point clé de la formation aujourd'hui. Et ne m'en voulez pas pour ça, mais je vais un tout petit peu accélérer le mouvement parce que je vois le temps filer. On va passer à la question des outils avec un deuxième sondage avec 2 questions également. Donc, centré cette fois sur les outils, Oran, je te laisse lancer ce deuxième sondage. Dans quels outils métiers utilisez-vous régulièrement en tant que professionnel de services linguistiques? Et vous pouvez cocher plusieurs outils. Précisez dans autres si ce que vous utilisez ne se trouve pas dans la liste. Et enfin, répercutez-vous les coûts de vos outils dans vos prix, dans vos tarifs, dans vos chiffrages.
Et j'en profite pour apporter une petite précision par rapport au sondage numéro 1. J'avais oublié de préciser le nombre de personnes qui avaient répondu aux différentes questions. Donc la première question qui était à destination des freelances, on avait 100 personnes qui avaient répondu. Et les questions concernant les responsables d'agence, une quinzaine de personnes. Merci beaucoup, Oran. Alors, j'imagine que tout le monde doit avoir à peu près répondu maintenant. Non, ça Pas bouge encore? toujours. On a toujours des personnes qui répondent. Donc je patiente le temps que ça se stabilise. Et donc, Suspense. suspense. Et donc je pense que c'est bon. Donc je mets fin. Ah non, ça bouge toujours. C'est bon, je mets fin au sondage. Et voici les résultats. Merci beaucoup. Donc, 95% outils TAO, 10% outils SEO, 34% l'IA et notamment ChatGPT, 20% sur les autres. Euh, Sur la troisième question, répercutez-vous les coûts de vos outils dans vos chiffrages? 33% oui, 67% non. Donc là, gros point de vigilance et d'attention là-dessus, hein. Les outils, ça coûte cher. On va en reparler avec le panel, mais les outils, ça peut être très, très onéreux. Qui les prend en charge, qui les finance, agence, freelance, tout dépend. On va en discuter, mais c'est essentiel effectivement d'en répercuter les coûts sur vos prix. Dans la partie autre, Oran, est-ce Oui, qu'on a alors, plus de... pour préciser, il y avait la PAO InDesign, moteur de traduction automatique, Forum, DeepL, outil de PAO, correcteur orthographique, Antidote. Très bien, merci beaucoup. Donc, on voit surtout de la TAO, un petit peu de SEO. Euh, je me retourne à nouveau vers nos intervenants. Pour vous, quels sont les outils indispensables? Est-ce que aucun n'est indispensable? Est-ce que ça dépend de la pratique, comme pour les formations et les compétences? Est-ce que selon vous, il y en a certains dont on ne peut pas se passer? Kira, qu'est-ce que tu en penses? Alors, il faut savoir que je travaille avec des freelances qui refusent d'utiliser des outils de TAO, en l'occurrence quand c'est une traduction assermentée. Et à chaque fois, enfin, je refuse pas de travailler avec eux juste parce qu'ils veulent pas enfin, utiliser nos outils, et c'est tout à fait normal. Donc, de dire que un outil peut être indispensable au travail de traducteur, non, parce que autrefois, comme on faisait, on traduisait dans le dur. Il y en a qui le font encore aujourd'hui. J'ai mes collègues qui sont traducteurs assermentés qui parfois traduisent sans avoir recours à des outils de TAO. Donc, un outil indispensable, je dirais que non. Par contre, je dirais au sein d'une agence, pour proposer un service qui soit euh, qualitatif, qui permet de répondre à un besoin urgent, je pense que par exemple, quand on utilise une mémoire de traduction, ça va nous changer la vie. Enfin, c'est un outil de TAO aujourd'hui. Pour moi, personnellement, en tant que chef de projet et aussi en tant que traductrice, parce que je traduis aussi au sein de l'agence, lorsque, par exemple, je mets un document dans un outil de TAO et que j'ai une mémoire de traduction qui me permet d'avoir des correspondances à 100%, qui me permet d'aller plus vite, de pas revenir sur les segments qui ont déjà été traduits, les répétitions. Donc là, je pense qu'à ce moment-là, oui, ça peut être indispensable. Mais pour certains, je sais que pour les freelances, ça peut ne pas être vraiment voilà, obligatoire d'utiliser un outil. Voilà. Merci, Kira. Magali, en tant que freelance et formatrice, quelle est ta vision là-dessus? Alors du coup, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais alors des outils indispensables pour tout le monde, je pense qu'il n'y en a pas. Je comprends tout à fait ce que disait Keira, que certains ne veulent pas utiliser de TAO parce que je pense que dans certains domaines, en effet, c'est peut-être plus long, il y a peut-être moins, voilà, je pense qu'il y a plein de raisons. Par contre, par exemple, moi, dans le domaine technique,
c'est indispensable pour moi d'utiliser la TAO. Enfin, même d'un point de vue qualité, ensuite productivité aussi, confort pour mes recherches. Enfin, vraiment, pour moi, c'est indispensable. Et voilà, mais ça dépend des domaines. Ensuite, j'ai quelques outils. Alors, pour moi, la traduction automatique n'est pas indispensable aujourd'hui. Ça peut dépendre des projets. Encore une fois, ça dépend aussi de votre plaisir ou pas, votre envie de faire de la post-édition. Par contre, pour moi, en gestion, en organisation d'entreprise, Notion, c'est l'outil que j'utilise pour toute mon organisation, la gestion de mes projets, de ma facturation également. Voilà, c'est l'outil que j'ai choisi, mais pour moi, il est indispensable. Tout est centralisé dessus. C'est mon deuxième cerveau. Ça me fait, voilà, c'est un confort. J'ai perdu un peu de temps à me former. Il faut penser à la courbe de progression aussi d'apprentissage. Voilà, des fois, il y a des outils en 1 heure, on peut faire le minimum. Des fois, il faut passer beaucoup de temps, mais après, c'est un gain. Voilà, de confort, de plein de choses qui est intéressant. Pour moi, un correcteur orthographique, alors indispensable, je sais pas, mais presque quand même, quand je vois la différence entre voilà, les correcteurs dans Word, même dans Trados, enfin, c'est très très limité. Donc pour moi, c'est presque indispensable quand même. Et puis ensuite, on ne l'a pas encore cité, moi j'utilise des outils de corpus. Et aujourd'hui, pour moi, c'est aussi devenu quasiment indispensable sur des projets ou des domaines très répétitifs pour moi, hein. J'ai des domaines pour lesquels je travaille beaucoup. Donc les corpus, en fait, me permettent d'optimiser mes recherches documentaires. Si je travaille aujourd'hui pour ce client dans ce domaine très spécifique, dans 1 mois, quand je vais retravailler pour lui, j'aurai regroupé toutes mes recherches et puis mes recherches terminologiques. Enfin voilà, il y a plein de fonctionnalités avec les corpus, plein de possibilités. Ça me... En qualité déjà, je trouve que c'est très important et voilà, en productivité aussi, je refais pas les mêmes actions, je me perds moins, c'est un confort important et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est moins connu je pense, mais ça vaut le coup de s'y pencher aussi. Oui. D'accord, merci Magali. Je crois que Tim, tu es aussi de la team Notion et que tu encourages également à utiliser ChatGPT. Oui. En fait, j'avais un autre angle pour commencer. Je pense que aucun outil n'est indispensable pour le freelance. Je pense que les outils sont bien plus indispensables pour les agences. Chaque imposition d'outils sera, je pense, pour plus de 95% un avantage pour l'agence. Ben, moi, je parle aussi pour nous. À un moment donné, on a migré vers, enfin, on a migré, on a changé. On a commencé à travailler avec une TMS centralisée, pour nous qui est Crowdin, qui est une TMS dans le cloud. Et évidemment, pour nous, c'est bien plus facile à utiliser parce qu'on a juste à créer un projet, envoyer un lien, le traducteur ou la traductrice se connecte, fait sa traduction et nous, on a tout dans la mémoire. Après, nous aussi, comme on est une agence boutique, ben, on peut être très, très flexible sur est-ce que vous l'utilisez pas, est-ce que c'est vraiment approprié pour le type de projet ou pas. Enfin, mais en général, ça fonctionne bien. Donc, je pense que pour l'agence, c'est surtout un avantage pour l'agence. Maintenant, de mon expérience personnelle en tant que traducteur par le passé, je pense que les TAO m'ont toujours aidé, même dans mes démarches créatives puisque voilà, je trouvais ça sympa de tout garder dans une mémoire centralisée et même si l'output après était pas approprié du tout, bah, ça me permettait quand même de voir, bah, tiens, est-ce que j'ai déjà traduit une campagne auparavant pour client X, Y, Z et après j'allais éditer dans mon environnement hors TAO. Euh, Après, en effet, Magali, je sens qu'on est très alignés. Notion fan hardcore. Euh, je pense une grande partie de notre travail est aussi le overhead. Enfin, c'est l'organisation de notre business, qu'on soit freelance ou agence. Et là aussi, on peut gagner vraiment beaucoup en efficacité et aussi en sérénité parce que on n'a qu'un cerveau et il faut qu'il soit le plus vite, le plus vide possible pour qu'on puisse faire notre travail, enfin, pour vous, votre travail, ce qui est traduire, et pour que on puisse utiliser les outils justement pour pour occuper cette place de notre cerveau qui n'a pas envie d'être
de réfléchir à toutes ces tâches de overhead tout le temps. Enfin bref, donc moi, je recommande parce que moi, je connais beaucoup de freelances qui sont toujours dans leur petit tableau Excel et tout ça. Il n'y a rien de mal à ça. C'est OK si ça fonctionne, très bien. Mais il y a plein d'outils comme Notion qui peuvent faciliter ça de manière exponentielle, moi, je trouve. Et juste une dernière petite note enfin, souvent, quand on essaye d'implémenter de nouveaux outils, je pense que les gens en général, pas que les traducteurs, ça c'est un truc très général, on dit trop vite, ah non, ça fonctionne pas pour moi, parce qu'il y a cette période de friction, mais il faut aller au-delà. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'expérience pour vraiment pouvoir dresser un bilan objectif. Ouais, enfin, ça, c'est mon opinion, quoi. Donc, ouais. Merci, Tim. Je vais à nouveau vous presser un petit peu parce que je vois le temps défiler. Je voudrais vraiment qu'on laisse du temps pour les questions-réponses à la fin. Et on a encore quelques points à aborder. Mais Nicolas, tu voulais insister pour terminer sur cette question des outils, sur le fait que les outils, oui, c'est important, mais avoir la bonne méthodologie pour s'en servir, c'est aussi très important. Qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement là-dessus avant qu'on Alors, passe à la suite? S'il s'agit de dire les choses rapidement, je dirais que, ben, en tant que formation, oui, on se doit d'utiliser d'abord les mêmes outils que le monde professionnel. Ça, c'est un point important. Mais que ensuite, les outils, ça se démode extrêmement vite. Ça évolue. Et donc, il y a un deuxième point qui est l'exemplarité, en fait. Pouvoir réutiliser la démarche ou l'approche qu'on a apprise avec tel outil sur un autre outil. Et du coup, au final, bah, l'outil le plus important, bah, c'est quand même notre cerveau. Et c'est aussi là que se rejoignent les compétences technologiques et les compétences de biotraduction. Donc, c'est pas deux éléments qu'il faut opposer, mais qui sont complètement complémentaires. Et puis à ça, j'ajouterais, et ça a été évoqué, la compétence de prestation de service, hein. Donc voilà, très brièvement. Merci Nicolas, c'est exactement ce dont j'ai besoin tout de suite. Pour compléter là-dessus, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'outils, de technologie, etc. Est-ce que l'un de vous veut intervenir sur les soft skills? Est-ce que c'est important, notamment dans la relation agence-freelance? On est dans une dynamique d'éclaircir comment mieux communiquer, mieux travailler ensemble. Est-ce qu'il faut se former là-dessus? Est-ce que c'est plutôt côté agence, côté indépendant? Susanna, peut-être, si tu as un avis sur la question? Oui, alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour répondre à ça, vu que je travaille très peu avec les agences désormais. Moi, ce que je peux, voilà, peut-être apporter, c'est le développement des soft skills pour avoir affaire avec des clients directs. On a beaucoup parlé d'outils, quel outil est indispensable et tout. On a dit il n'y a pas d'outil indispensable pour tous les traducteurs parce que ça dépend des besoins voilà, de chacun. Mais il y a aussi donc savoir répondre donc aux clients sur les outils. Et donc oui, bien sûr, ça demande des compétences techniques qu'on développe au fur et à mesure qu'on se forme, qu'on les utilise, etc. Mais il y a aussi la façon dont on peut expliquer les choses aux clients. Je sais que malheureusement, enfin voilà, ça suffit pas de dire, bah en fait non, j'utilise pas. Je deviens l'exemple des l'IA parce que voilà, c'est un peu le hot topic du moment, mais on peut l'adapter à plein d'autres choses. Euh, En fait, ça suffit pas malheureusement de dire à un client qui a entendu beaucoup parler d'IA et tout, comme désormais c'est partout, de lui dire, en fait, non, on va pas utiliser l'IA parce que, voilà, le résultat n'est pas optimal, il n'y a pas la même qualité que la traduction humaine et tout. Alors malheureusement, j'ai découvert à mes frais que c'est un argument qui ne marche pas du tout. Ou alors même parfois il y a des traducteurs qui prennent même des positions assez dures, hein, et donc positions dures que je comprends tout à fait, qui donc provoquent un espèce de clash avec, avec la personne qui est en face parce que justement ils se sentent délégitimés. Enfin, c'est quelque chose que je comprends à fond. Mais il faut essayer effectivement d'exploiter cette déception qu'on a parce qu'en tant que linguiste, on aimerait juste dire en fait non, c'est moche, c'est beaucoup mieux ce que je vous propose en tant que traductrice humaine. Et en fait, utiliser cette déception pour développer donc des arguments, une approche qui soit vraiment, voilà, une approche d'éducation, de sensibilisation. Par exemple, j'ai découvert, voilà, en réfléchissant du coup à ces questions-là,
J'ai complètement changé mon approche. Au lieu d'aller voir des clients et de leur dire, bah, en fait, non, j'utilise pas l'IA parce que, enfin voilà, je l'utilise à bon escient quand j'estime nécessaire et tout, parce que ça produit des résultats qui sont pas qualitatifs. En fait, je me mets à la place du client et je me dis, qu'est-ce que c'est important pour ces clients? Par exemple, il y a des clients qui ne peuvent pas se permettre en fait de laisser traîner des erreurs dans leur texte. On sait bien qu'avec des démarches des post-éditions voilà, qui sont souvent imposées aujourd'hui, on peut laisser traîner des erreurs, même en tant que en tant que linguiste compétent, parce qu'il y a l'effet d'ancrage, il y a quand même des conditions de travail qui ne sont pas optimales. Donc, en fait, je peux utiliser cet argument pour dire, écoutez, je peux bien voilà, utiliser l'IA, mais par contre, vous avez un risque d'erreur et dans votre domaine, ces risques d'erreur peuvent comporter ça, ça et ça, ça. Du coup, c'est beaucoup plus parlant pour eux. Il faut aussi se mettre à la place du client dans le sens qu'il faut comprendre, en tant que linguiste, encore une fois, c'est dur de l'écouter, mais tous les textes ne se valent pas. En fait, il y a des textes qui sont à très haute visibilité, et donc là, peut-être que les clients doivent vraiment miser et nous laisser travailler librement avec tout ce qu'il faut. Il y a d'autres textes qui ont très peu de visibilité, que peut-être les clients sont obligés de traduire pour des questions de, voilà, de fonctionnement d'organisation, et finalement, ils seront lus par deux personnes et qui n'ont pas d'enjeu. Bah, sur ces textes-là, il faut qu'on soit prêt à se dire, effectivement, peut-être que là, on peut travailler d'une autre manière pour que ça revienne, en fait, voilà, pour proposer quelque chose qui correspond vraiment aux besoins du client. Tout ça, effectivement, demande des soft skills voilà, de communication, de se savoir mettre à la place du client, de comprendre ses besoins et développer des arguments qui résonnent en lui, qui ne sont pas, malheureusement, et je le dis encore une fois, avec beaucoup de déceptions, les nôtres. Merci Susanna. Est-ce que je vois que ta main est levée, Tim, est-ce que tu veux conclure en quelques mots sur cette question soft skills? Ou elle était restée levée? Ton micro est coupé. Voilà, oui, merci. Très rapidement, pour moi, les soft skills, surtout pour les freelances et pour une agence de type boutique, donc une petite agence, les soft skills, pour moi, c'est vraiment plus de 50% de la réussite. Parce que nous avons l'avantage, et surtout vous, les freelances, vous êtes une boîte à une personne. Vous êtes une personne, les gens veulent parler à une autre personne. Si vous vous montrez une chouette personne, euh, vous aurez, enfin, je vais recommencer. Si votre interlocuteur, votre acheteur, si vous arrivez à former une bonne relation avec eux, c'est un avantage énorme parce que c'est ce que les grosses boîtes ne savent pas faire. Donc, si vous montrez toujours collaborateur, collaboratif, que je ne sais pas comment dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes positif, si vous montrez que vous êtes dans une même équipe, etc., etc., moi, je trouve que c'est un avantage énorme. Et pour moi, ça, c'est les soft skills. C'est vraiment écrire un mail où on voit cette personne est positive parce qu'on se voit toujours par mail. Cette personne veut m'aider. Cette personne n'est pas, on ne marche pas sur ses pieds si on pose une question peut-être qui peut provoquer, oui, de la friction parce que, oui, l'IA peut être une menace, mais si j'ai une personne devant moi qui donne son opinion objective et en tant que linguiste expert, eh ben, ça va m'aider beaucoup plus que d'avoir une personne devant moi et je peux en raconter des histoires qui sont ah, vous me demandez de la post-édition, eh ben, je vais vous charger plus. Mais ce n'est pas une réaction professionnelle qui nous aide en tant qu'industrie. Enfin, c'est agressif, ça n'aide personne. Et donc, voilà. Donc, les soft skills, oui, mais c'est très dur à apprendre. C'est dur. Donc, ça, c'est un truc. Ouais. Et d'où l'intérêt de trouver de bonnes formations, effectivement. Merci, Tim. J'ai une dernière question à vous poser à tous avant qu'on passe au partage des bonnes pratiques, hein. Chacun d'entre vous va nous partager deux bonnes pratiques clés pour le sujet de la formation et des outils. Avant ça, j'aimerais rapidement demander à Kira et Magali comment répercuter le prix des outils et de la formation sur les tarifs. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Comment on fait? Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter là-dessus? Nous, dans l'agence, on répercute donc les coûts des outils qu'on utilise, notamment les licences TAO, dans nos devis. Mais par exemple, ça va varier si par exemple j'ai un client
qui n'a rien à voir avec le domaine de la traduction, pour qui on n'est pas, par exemple, parce qu'on est les sous-traitants d'autres sous-traitants. Donc, par exemple, si j'ai un client qui n'a rien à voir avec le domaine de la traduction, qui s'y connaît pas trop en termes d'outils, voilà, qui est pas éduqué sur le sujet. Donc moi, dans mon devis, je ne vais pas forcément mettre une ligne, voilà, coût des outils, temps. Je vais plutôt calculer le taux, enfin le coût horaire de l'utilisation de l'outil et l'intégrer dans le coût de la prestation. Donc le client ne verra pas que voilà, il y aura un coût des outils dans la prestation. Et sinon, par exemple, si c'est un client, si c'est par exemple une société de traduction qui nous sous-traite, là, oui, je vais mettre une ligne et dire que voilà, on va utiliser. Ça, c'est dans le cas où la société de traduction ne nous fournit pas d'outils pour faire la traduction. Donc à ce moment-là, oui, je vais mettre une ligne pour dire utilisation de Trados. Et après, bien sûr, derrière, je vais calculer, comme je l'ai dit, vraiment un taux horaire. Et puis voilà. Donc oui, les coûts, enfin les coûts qu'on investit dans ces outils sont répercutés dans nos prestations, dans les devis qu'on propose à nos clients. Merci Kira. Et donc à l'échelle du traducteur indépendant, Magali ou Susanna d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut faire pour, parce qu'on a aussi des outils en tant qu'indépendant, comment est-ce qu'on peut faire pour répercuter ces coûts-là? Alors, la question des tarifs, je trouve que c'est toujours un sujet très difficile à répondre pour les traducteurs indépendants. Je suis toujours balancée entre deux choses, entre vraiment la confiance de dire on est des experts, on est formés, on a de la valeur. Donc oui, de la même manière qu'une agence de traduction, elle répercute forcément tout le coût de ses outils, le coût de voilà tous ces coûts sur les tarifs finaux. On devrait faire pareil. Et en même temps, faut quand même dire la vérité, il y a quand même une certaine compétitivité sur le marché où demain dire bah, j'ai investi dans plein d'outils donc j'augmente énormément mes tarifs, c'est pas toujours facile à faire et beaucoup d'indépendants bah, ont peur de le faire. Donc je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Déjà tout simplement, je pense qu'avec de l'expérience aussi ça se paye. Enfin comme pour n'importe quelle entreprise, n'importe quel professionnel. Enfin, pour un artisan, par exemple, si mon plombier, au bout de 10 ans, 20 ans d'expérience, il passe deux fois moins de temps pour le faire parce qu'il est beaucoup plus compétent, et bien sûr qu'il va augmenter son tarif horaire, c'est tout à fait juste, et personne ne rechigne là-dessus, et personne ne lui demande ses outils, on voit le résultat. Voilà, il faut qu'on arrive aussi à ça. Alors, voilà, avec le juste milieu, je sais que le marché est pas facile, mais il faut aussi s'imposer vraiment comme expert. On apporte pas juste nos outils pour aller plus vite, mais toute une expertise avec tout ça. C'est pas juste je me suis formée, j'augmente mes tarifs. Non, je me suis formée sur telle chose. J'ai pris de l'expérience, donc voilà, plein de soft skills aussi, plein de voilà. Il faut amener ça d'une certaine, enfin, de cette manière-là. J'augmente mon expertise, donc oui, il faut l'augmenter. Mais je conçois que c'est pas simple à faire. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à visionner, si ce n'est pas déjà fait, le webinaire précédent sur les tarifs et la valeur, notamment pour les indépendants. On avait fait, Gaël avait présenté un- une explication par rapport aux coûts que peuvent avoir tous les freelances par rapport à leur activité. C'est essentiel de faire ce calcul-là et d'inclure les outils dans ces coûts-là pour savoir exactement ce que ça nous coûte et ce qu'on en retire. Tim, tu veux conclure sur cette thématique-là avant qu'on passe aux bonnes pratiques? Oui, oui, je suis de l'avis qu'il faut bien sûr tous les frais qu'on a, il faut les mettre dans nos prix. Moi, je suis d'avis qu'il faut juste pas le dire. Parce que moi, mettre une ligne dans mes devis, utilisation de TAO, alors je peux aussi mettre utilisation d'ordinateur, utilisation de Microsoft, Enfin, pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, oui, enfin, il faut... Et aussi, Magali, ce que tu dis, tu t'augmentes non seulement ton efficacité, mais aussi ta compétence, etc., etc. Pour un client, le plus important, c'est pas que tu l'utilises. En fait, il s'en fout. Il veut voir dans les résultats que tu l'utilises, il faut que ça passe de manière inaperçue, en fait. Et il va se dire, ah, ok, Magali ou
ou Susanna, vous travaillez de manière hyper vite et efficacement et c'est toujours cohérent et que sais-je, ben oui, on peut peut-être une fois expliquer que c'est grâce aux outils qu'on utilise, mais il va pas payer pour l'outil, mais il va payer justement parce que vous livrez de la qualité, de l'efficacité, de la rapidité, que vous êtes fidèle, que sais-je. Donc, ouais, enfin, donc ça, c'est juste un truc que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Tim. On arrive au bout de cette table ronde pour terminer. Et je vais vous demander à tous de faire preuve de votre plus bel esprit de concision. Euh, Deux conseils ou bonnes pratiques pour celles et ceux qui nous écoutent par rapport à ces enjeux de la formation et des outils. Susanna, tu commences? Oui, je vais essayer d'être rapide. Je ne sais pas si je vais être aussi claire, mais voilà, moi en tout cas, mon rêve, c'est de pouvoir travailler dans un secteur où on n'impose pas les outils et la façon de travailler aux experts linguistes. Et de l'autre côté, les experts linguistes font preuve d'expertise et d'objectivité pour proposer le service qui mieux répond aux besoins du client. Donc, pour ce faire, par exemple, bah, les outils de DTAO sont pour la plupart interopérables. Donc, effectivement, je peux activer mon moteur de traduction automatique à moi sans qu'on m'envoie un fichier complètement pré-traduit, qu'on me dise, vas-y, corrige un peu ce que tu vois qui ne va pas. Je rêve du monde où, un monde où, effectivement, en tant qu'experte, je mesure ma productivité, je mesure mon expertise et tout. Et par rapport à ça, j'ai fait une offre sans que enfin, voilà, sans que ce soit le process soit imposé par quelqu'un d'autre, parce qu'effectivement, pour le coup, je suis plus en mesure de travailler de la même manière qu'avec mes outils, mes moteurs et tout. Donc, la bonne pratique, ça serait que chacun respecte la place de l'autre et avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on peut facilement échanger euh, entre différentes façons de travailler pour arriver au meilleur objectif pour les clients finaux. Merci, Susanna. Kira. Alors, moi, comme bonne pratique, je proposerais de prioriser le feedback entre les deux parties. Donc, une agence, à l'issue d'une collaboration, devrait faire un feedback au freelance, que ça soit un feedback positif ou négatif, parce que les deux sont constructifs dans tous les cas. Et aussi, au freelance, moi par exemple, en tant que chef de projet, j'apprécie beaucoup quand un freelance revient vers moi pour me demander si on a été satisfait de son service, si on refera appel à lui. Donc, le fait de montrer son engagement lors des services qu'il propose, c'est bien perçu par nous, les chefs de projet. Et puis, je dirais aussi que, enfin, il faudrait peut-être, les agences doivent avoir de bonnes pratiques, mais les freelances aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Magali, qu'est-ce que tu conseillerais? Bah, si j'étais très très concise, je dirais tout comme Susanna et Keira. Vraiment se positionner en tant qu'expert, vraiment se centrer sur ses besoins, ne pas se former à tout parce qu'on en parle aujourd'hui, mais voilà, de quoi vous avez besoin. Et si vos besoins, votre domaine fait que vous n'avez pas besoin de vous spécialiser dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, ne le faites pas, faut quand même suivre, mais ne le faites pas. Et je crois que c'est Keira ou je crois qu'un peu toutes les deux, vous disiez la même chose, la transparence aussi, des deux côtés. C'est voilà, de pouvoir dire j'utilise la traduction automatique, tel moteur, de pouvoir utiliser bah, les outils avec lesquels on est le plus confortable, je pense que c'est le plus important. Après, par rapport aux agences, bah, c'est un peu mon monde idéal, voilà, c'est de pouvoir travailler, comme le disait Susanna, dans des conditions optimales et pas de manière imposée. De pouvoir dire oui, demain avec la traduction automatique, je suis allée très très vite sur ce projet, ça passait très bien. Par contre, demain, enfin voilà, un autre jour, et ben, sur un autre projet, ça ne marche pas du tout. Est-ce qu'on peut ajuster les tarifs? Est-ce qu'on peut ajuster le délai et ne pas travailler sous cette pression de la technologie est une contrainte? Je pense qu'on peut l'éviter, cet aspect-là, même si voilà, c'est mon avis en tant qu'indépendante et qu'en tant qu'agence, je sais bien qu'il y a aussi des contraintes et d'autres clients après. Donc c'est voilà, dans un monde idéal, la communication, comme le disait Keira, tout un ensemble, voilà. Et justement, on travaille activement à le construire, ce monde idéal. Tim, tes conseils ou recommandations par rapport à la montée en compétences, aux outils, etc. Euh, j'ai complètement loupé cette question, mais c'est pas grave. Je vais faire de manière spontanée. Je pense que de un,
Si vous décidez de travailler avec des agences, ce sera toujours du donnant-donnant. Je pense que vous rentrez d'office dans un contexte, un cadre qui n'est pas complètement rigide, mais c'est un cadre qui est structuré d'une certaine manière, où l'agence aura toujours son mot à dire. Et trouver des agences flexibles, etc. Nous, chez Entre les lignes, ben, on a une agence boutique. On peut être flexible, on peut se le permettre, mais c'est dû à notre taille. Donc, faites bien vos recherches sur les agences avec qui vous souhaitez travailler. Je pense que ça, c'est un truc à retenir. Et de deux, ce que je veux aussi encore exprimer une fois, c'est que n'oubliez pas qu'il y a autre chose que les agences, que vous pouvez créer votre petit monde à vous, votre confort à vous, où vous dictez les règles à vous. En dehors des agences, il y a des clients directs qui seraient ravis de travailler avec une équipe de freelance ou avec une freelance et qui ne s'y connaissent pas du tout en outils, en comment l'industrie fonctionne. Ils connaissent rien, rien du tout. C'est vraiment une black box, la traduction à la localisation, et c'est là où vous pouvez créer vos propres règles et votre propre contexte et vous en sortir financière aussi bien mieux. Donc, ça, c'est... On se centre sur le fait qu'effectivement, tous ces clients-là ont besoin de notre aide. Merci, Tim. Pour finir, Nicolas. En fait, je souscris à tout ce qui vient d'être dit et en écoutant les autres intervenants, je me disais, bah, tout ça finalement, ça rejoint une compétence qui est fondamentale, qui est la compétence stratégique. euh, qui consiste effectivement à devenir un interlocuteur et à se faire reconnaître comme tel. Et en fait, en traduction, on n'est quand même pas trop mal placé pour ça. Parce que, il y a en traduction une compétence rhétorique. Notre travail, c'est de fournir des documents qui fonctionnent, qui soient convaincants. Et en fait, ce pouvoir de conviction qu'on applique dans notre façon de traduire, il s'agit aussi de le transposer, éventuellement dans notre façon de faire des requêtes en intelligence artificielle, parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est savoir poser les bonnes questions, et puis apprendre à mieux négocier. Euh, avec effectivement nos différents intervenants. Et derrière tout ça, il y a vraiment la question de savoir quelle est l'image que le monde de la traduction projette actuellement aux yeux des utilisateurs de traduction et du reste de la société, et quelle image on veut tous ensemble, là encore, les différents acteurs concernés, faire passer de cette profession. Et c'est là vraiment qu'on a des choses à faire ensemble, je pense. Excellente conclusion, Nicolas, puisque vous devez être confronté à ça également chacun de votre côté, soit en tant qu'indépendant, soit en tant que personne travaillant en agence ou gérant une agence. Mais c'est vrai que dans mon entourage, de plus en plus de personnes parlent d'utiliser un traducteur et ils parlent d'un outil et pas d'une personne. Et donc, c'est tout l'enjeu que de faire en sorte que le terme de traducteur et traductrice redevienne une personne si c'était le besoin, mais c'est vrai que c'est une tendance actuellement. Et bonne transition également, puisque la prochaine rencontre qui aura lieu dans 3 semaines traitera de la posture et de quel est le rôle qu'on peut jouer en tant que conseiller, en tant qu'expert auprès des clients et des donneurs d'ordre. Donc merci Nicolas pour cet excellent résumé des échanges. On est en retard comme d'habitude, mais ça devient presque une tradition de nos webinaires. Donc, on va laisser maintenant place aux questions-réponses et je vais demander à nos modérateurs de faire remonter les questions qui auront été posées dans le Q&A. Merci beaucoup, Lucie. Alors, il y a eu pas mal de questions, notamment plusieurs questions pour Magali suite à ton intervention sur les outils de corpus. Si tu peux nous en dire plus et également si tu as des conseils d'outils que tu utilises régulièrement. Alors, je vais essayer de faire simple. Un corpus, c'est un regroupement de documents, de textes. Et les regrouper, ça permet en fait de faire des recherches vraiment très centralisées. C'est un Google amélioré finalement. Je ne sais pas si c'est très bien de le dire comme ça. Mais
moi, dans mon domaine, je l'utilise en fait pour regrouper des documents rédigés par des rédacteurs natifs. Donc, en l'occurrence, dans ma langue cible, le français, je regroupe des documents très spécialisés, rédigés vraiment par des experts dans leur langue maternelle. Donc, je sais que c'est vraiment le français utilisé par les experts du domaine. Et donc, ça me permet de vérifier ma terminologie, d'avoir plus de contexte aussi, à l'inverse aussi des fois en anglais sur l'utilisation d'un terme. Et en français aussi, comment il est utilisé ce terme, quels sont voilà, les verbes qui vont avec. Enfin, ça permet de compléter ma recherche documentaire. Et en plus de ça, les outils me permettent de tout conserver. Donc j'ai des corpus, donc des regroupements par sous-domaine, par client. Ça peut être aussi regrouper des documents de référence de mes clients. Mais ça, voilà, par exemple, vous voulez chercher si tel mot existe vraiment dans ces domaines, enfin dans ce domaine, s'il est vraiment utilisé, eh ben vous, au lieu de le mettre sur Google et de tomber un peu sur plein de résultats pas forcément fiables, là, je le recherche uniquement dans mes documents validés en une seule fois, en une recherche en fait. C'est un moteur de recherche aussi dans mes documents que j'ai insérés. Et vraiment, alors il y a une formation qui est proposée par la SFT aussi, par Rudy Look, qui est très très bien faite. Je vous la conseille si vous avez l'occasion d'y aller. Et concernant les outils, alors j'ai commencé en utilisant Handconk, qui est gratuit, qui est libre et qui a moins de fonctionnalités, voilà, forcément, mais qui a quand même beaucoup, qui s'est beaucoup développé quand même. Et moi maintenant, j'utilise Sketch Engine qui est payant. Alors, je peux plus vous dire le prix de tête, mais qui, moi, m'apportait tellement de confort. Finalement, les corpus, je les utilisais vraiment. J'ai testé avec Handconk et après, je l'ai adopté. Et donc, ça valait vraiment le coup pour moi de tout conserver. Ça me permet de mettre des PDF. Vraiment, voilà, c'est très structuré, c'est très puissant. Et voilà. J'espère Merci avoir Magali. répondu à tout. C'est ça, oui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Magali. D'autres questions à remonter? Alors oui, il y a une question. Alors, si les freelances sont prêts à partager leur glossaire client avec des agences pour augmenter la qualité des outputs en post-édition, et dans ce cas-là, est-ce qu'ils savent les valoriser? Magali? Alors, moi, je dirais fournir ces glossaires, non. Peut-être que le proposer comme service, oui. Voilà, créer un glossaire et entraîner un moteur, c'est un service. Donc pour moi, l'offrir, clairement non. Si on me demande justement de fournir tous mes glossaires que j'ai composés, tous mes corpus, c'est clairement non parce que j'y ai passé du temps, moi, pour mon entreprise, pour mon activité, mais pas pour l'activité des autres. Il y a une limite, donc je ne sais pas si ça répond, mais tout de suite, je dirais non. Est-ce que désolée, j'ai pris la parole sans attendre qu'on me la donne, Oh, désolée. mais il faut. Voilà, bon, peut-être parce que le français n'est pas ma langue maternelle, mais est-ce que la deuxième partie de la question, de savoir les valoriser, ça veut dire est-ce qu'on sait combien se faire payer éventuellement? Je pense que ça voulait dire ça, hein, parce que, Oui, c'est alors, ça. comme Magali, Oui, je crois que, voilà, comme Magali, je crois que non, gratuitement, non, je ne ferai pas, mais et effectivement, c'est une très bonne question et c'est peut-être un axe de travail voilà, qu'on peut faire avec les agences. Aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas capable de valoriser ça. Et j'étais confrontée à cette même question dans les cadres de l'un des projets des consulting que j'ai fait. En fait, en tant que traductrice avec 15 ans d'expérience, je ne savais pas comment valoriser un travail de terminologie qui est hyper demandé. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai travaillé dans les domaines scientifiques. C'est un travail qui est demandé, mais à part des terminologues qui travaillent en interne et qui ont donc un poste de salarié et qui donc sont payés par mois, enfin par l'organisation qui les emploie, en tant que freelance, je suis incapable effectivement de dire combien je devais être rémunérée au juste prix pour ça. C'est des ressources qui sont aujourd'hui très précieuses, donc effectivement, c'est peut-être un dialogue qu'on peut avoir pour trouver un nouveau service et son juste prix. Tim, tu veux compléter? Oui, je pense que, comme Susanna vient de le dire, juste vendre son glossaire, je pense que c'est compliqué. Après, si on se montre expert, on dit, voilà, ça c'est le résultat de X années de recherche et je garde à jour ce glossaire ou cette base terminologique
et elle peut servir à toute une équipe de personnes qui peut s'en servir, on peut parfois, par exemple, dire, voilà, je pourrais, par exemple, être le lead pour garder, pour manager, pour gérer ce glossaire, faire en sorte que ce glossaire soit toujours à jour et je charge un fee mensuel, par exemple, quelques heures par mois pour dire, voilà, je rajoute, je tiens, comme un subscription, en fait. Par exemple, c'est qu'une idée, mais il faut juste voir à quoi est-ce que ça va servir pour l'entreprise et comment est-ce qu'on va pouvoir euh, pérenniser cette valeur, en fait. Parce que juste dire, voilà, je le vends comme ça me paraît compliqué. Juste une idée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, prochaine question adressée au chef de projet. Sous quelle forme préférez-vous donner votre feedback à vos traducteurs et traductrices? Alors, je réponds à la question. Moi, personnellement, j'envoie des mails. Alors, quand c'est un feedback positif de la part du client, ce que je fais, c'est que je copie-colle le mail avec les mots qu'a employé le client et j'envoie au freelance pour voilà, ça fait toujours plaisir. Sinon, quand c'est un feedback négatif, je reformule à ma manière, j'explique au freelance ce qui n'allait pas. Et sinon par exemple, si sur mon LinkedIn, si j'ai enfin, j'ai des fournisseurs avec lesquels enfin, qui sont sur mon LinkedIn, je laisse des commentaires, voilà, pour que ça soit une référence pour d'autres clients qui pourraient faire appel à leur service. Voilà. Sinon, bon, on le fait pas enfin, on le fait pas automatiquement, mais si jamais un fournisseur nous demande de rédiger une lettre de recommandation, on le fait avec plaisir. Ou sinon, si on leur propose de donner notre numéro de téléphone pour que leurs clients nous appellent et demandent des références, on le fait volontiers. Et puis voilà. Merci bien. Tim, quelque chose à compléter là-dessus ou pas forcément? Oui, je pourrais. Je suis très peu dans l'opérationnel, dans le quotidien, mais je sais qu'on donne pas assez du feedback. Ça, je sais, c'est vraiment un truc qu'on a sur notre radar. Comment optimiser ce flow où en fin de projet ou en post-mortem, on donne vraiment du feedback. Il y a eu un moment où on le faisait de manière régulière, mais là plus. Donc là, je dois être honnête. Si ça se fait, comment? Je pense que nous, on travaille dans une plateforme et c'est le project manager, la project manager qui envoie simplement un message. Je ne sais pas si je dois interpréter la question comme ça. Euh, Évidemment, on veut toujours aussi stimuler de manière positive et non seulement dire quand c'est négatif, c'est hyper important pour les freelances, pour savoir comment sont leurs prestations. Juste un truc que je veux peut-être ajouter, c'est que quand moi j'étais freelance, il y a déjà quelques temps, il y avait une boîte pour laquelle je travaillais, une agence de traduction qui envoyait en chaque fin de mois un rapport avec des notes. Et à l'époque, je trouvais ça ridicule. Mais en fait, je trouve ça moins ridicule maintenant parce que oui, c'est leur évaluation, c'est leur jugement, mais au moins, on connaît leur jugement. Et c'est assez objectif et ça n'empêche pas d'aller en dialogue après pour poser des questions, etc. Donc, même cette manière que je trouvais ridicule à l'époque, je la trouve mieux que rien. Donc, voilà. Et également, message pour les freelances qui nous écoutent, de ne pas hésiter à demander du feedback, parce que c'est pas toujours évident en agence de trouver le temps. Mais comme tu disais, Kira, hein, vous le faites volontiers quand vous êtes sollicité. Nous aussi, dans l'agence, on le fait volontiers quand on est sollicité de faire des recommandations, etc. Il ne faut pas hésiter à demander. D'autres questions? Oui, il y a une autre question, notamment sur le fait que
À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'outils qui commencent à intégrer des fonctions d'intelligence artificielle. Et pour cette raison-là, les prix des outils commencent à monter. Est-ce que les clients des agences sont conscients de ces surcoûts? Alors, à nouveau, question pour Tim et Kira. Oui, je peux prendre la parole si tu veux. Est-ce qu'ils sont au courant? Ils s'en foutent. C'est vraiment pas une question J'allais qui dire la même chose. Et ils s'en foutent, c'est vraiment pas une thématique dans les discussions. De nouveau, c'est un peu genre, c'est à nous de décider si on veut prendre, enfin, si on veut faire notre travail sur un ordinateur ou sur une pierre. C'est un peu le même débat. Si nous, on décide d'adopter des outils, ben, c'est à nous de les faire, de les rentabiliser. Et donc voilà. Après, si on impose des outils aux freelances, ça, c'est une autre histoire. Ça, je trouve qu'il y a une responsabilité partagée et que les agences ne peuvent pas, enfin, ça, c'est ma philosophie, imposer des outils qui sont hors de prix aux freelances. Ça, je trouverais pas éthique. Ça, c'est ma vision à moi. Donc, selon toi, l'agence doit donner accès aux outils qu'ils imposent si jamais ils imposent de... Absolument. S'ils imposent des manières, des processus de travailler qui sont coûteuses, ben oui, évidemment. C'est comme, oui. Là, je considère le freelance plus comme un employé dans ce cas-là. Oui. Oui, ça paraît logique, effectivement. Merci beaucoup, Tim. Les modérateurs, est-ce qu'il y a d'autres questions à faire remonter? On va peut-être en prendre encore quelques-unes, et puis comme on est déjà au-delà du temps qui nous était imparti, on va terminer après quelques dernières questions, s'il y en a. Oui, je ne sais Alors pas oui, si Lucie, moi j'ai une Maëlle... autre Ouais. question. Ah, Ouais. Maëlle, Maëlle, on t'écoute. je vois qu'on est synchro. Alors, une question pour Susanna qui a été posée par plusieurs personnes en fait. Donc, il y a quelqu'un la partie Q&R qui a cité Susanna qui disait les sciences humaines et sociales manquent de traducteurs. Et donc, cette personne demande peut-on avoir des exemples de quelles institutions et de quelles combinaisons de langues? Alors, c'est très compliqué parce que sciences humaines et sociales, vous voyez, ça, voilà, et ça, il doit y avoir une vingtaine de disciplines, voire plus. Ça peut être la philosophie, sociologie, anthropologie, langue, histoire de l'art. Donc, c'est compliqué de faire des exemples. Par contre, ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est que, il y a un vrai mouvement autour du multilinguisme dans les sciences. Bah, depuis déjà quelques années, en fait, les décideurs et les institutions de recherche se sont rendus compte qu'en fait, ça leur va plus de travailler dans un monde qui est exclusivement dominé par l'anglais, parce que ça a été historiquement le cas. Et donc, il y a un vrai mouvement autour du multilinguisme. Quand j'ai dit qu'il y a un manque de traducteurs, je voulais dire justement que souvent, on nous dise, enfin, ce que j'ai entendu comme argument au cours des dernières années que je travaille sur ces questions-là, c'est, ben, en fait, on fait traduire les chercheurs parce qu'on se rend compte que les traducteurs professionnels ont des compétences linguistiques qu'une personne met en cause, mais ils manquent de connaissances fines du domaine. Parce que, encore une fois, ça peut être des textes assez pointus. Donc, c'est ça que je voulais dire quand j'ai dit, en fait, travailler ses compétences domaine parce que, il peut y avoir des débouchés. Je ne vais pas vous cacher que, il y a pas mal, enfin, comme je disais, c'est un domaine qui est dominé par l'anglais. Donc, effectivement, quand on a l'anglais dans sa combinaison, ça aide beaucoup. Par exemple, il peut y avoir des traducteurs, enfin, des chercheurs ou des institutions de recherche qui souhaitent rendre leurs travaux connus à l'étranger, donc peut-être c'est des travaux écrits en français, parce que contrairement aux sciences dures, les sciences humaines et sociales sont plus ancrées dans les contextes dans lesquels elles sont produites, donc ils s'expriment encore dans des langues locales. Et donc pour faire connaître ces travaux à l'international, ils les font traduire en anglais, par exemple. Donc voilà, si vous avez l'anglais dans la combinaison, bah, c'est mieux. Dans les sciences humaines et sociales, il y a encore quand même un peu de marge pour d'autres combinaisons aussi. Et par contre, voilà, n'hésitez pas à suivre bah, les travaux, les initiatives qui sont, bah, on en trouve sur les réseaux sociaux, je pourrais communiquer. Mais voilà, il y a pas mal d'initiatives en fait de promotion du multilinguisme dans les sciences. Et ça peut-être vous donner des leads pour trouver donc des institutions qui cherchent pour des missions concrètes.
Merci beaucoup, Susanna. On va prendre une dernière question, sachant que pour celles et ceux dont les questions n'auront pas été répondues en direct ici, n'hésitez pas à les envoyer dans le fameux questionnaire dont je vous rebats les oreilles en permanence. Une dernière question, Chiara ou Maëlle, pour nos participants d'aujourd'hui. Oui, comment se former aux communications scientifiques? Et est-ce que vous connaissez des centres de formation dédiés? Donc, notamment, je pense, question pour Magali et Susanna. Ou Nicolas d'ailleurs. Bon, je peux apporter un début de piste. Euh, Il y a comment dirais-je, la FUMT sur son site, donc qui est facile à trouver par une recherche Internet, a mis en ligne des fiches descriptives de chacune de ses formations membres. Donc on est 23 ou 24 formations actuellement. Un début de réponse se trouve peut-être là. En tout cas, c'est une bonne façon de s'informer sur ce que font les différentes formations membres. Au-delà, euh, bon, c'est quelque chose qui est intégré, nous, dans par exemple, hein, dans la maquette de mon master, ILTS. Mais on n'a pas de cours spécifiquement sur cette question, effectivement. Mais c'est un des paramètres de nos enseignements, plutôt qu'autre chose. Merci Nicolas. Magali, tu veux compléter? Oui, je peux compléter rapidement. En formation initiale, j'en connais, j'en ai quelques-uns en tête. Il y a celui de Mulhouse, il y a celui de Lyon aussi, Lyon 2. Après, c'est vrai que je pense que si vous posez la question en tant que traducteur indépendant pour rajouter une activité, il y a, comme en traduction, et peut-être même plus en communication scientifique, il faut beaucoup de connaissances dans le domaine. Et après, ce sont des opportunités. Je pense que vous pouvez aussi beaucoup vous renseigner dans le domaine, participer à des colloques, lire beaucoup, faire une veille sur le sujet, compléter quand même avec des formations continues. Alors, je n'en ai pas sur vraiment spécifiquement la communication scientifique, mais je pense qu'il y en a. C'est à la fois très large et très. Faut quand même des compétences. Mais voilà, comme la traduction, faut les compétences en traduction, mais quand même encore plus dans le domaine parce que là, on rédige et donc on doit vraiment comprendre, bah, comme en traduction en fait. Mais voilà, les deux sont complémentaires. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cet échange. Encore une fois, pour celles et ceux qui avaient posé des questions et qu'on n'a pas eu le temps de répondre ici, envoyez-les via le questionnaire, répondez un maximum à ce questionnaire, partagez-le autour de vous, aux traducteurs et aux traductrices de votre entourage. On vous retrouve très bientôt pour le webinaire numéro 5 sur la posture d'exécutant à partenaire. On était encore une fois ravis d'être avec vous aujourd'hui. Je vois qu'il y a près d'une centaine d'entre vous qui restaient avec nous jusqu'au bout. C'est héroïque. Bravo à tous, merci et on se dit à très bientôt pour la prochaine rencontre. Merci à nos intervenants, merci pour votre temps et pour vos précieux conseils. Merci Lucie. Merci, bonne Merci. journée. Merci Merci. à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.